Bonsoir et bienvenue à cette soirée d'info. Je me présente, Salvatrice Tranchina, conseillère auprès de Volta. Alors, ce soir, nous avons choisi une formule hybride, c'est-à-dire que nous avons des gens ici dans cette salle aujourd'hui, ce soir, et nous avons également des gens qui sont connectés en ligne, que je salue également. Alors, durant cette soirée, vous allez pouvoir poser vos questions sur les 3 thèmes qui seront abordés. Pour le faire, vous pouvez scanner le QR code sur l'écran. Mon collègue Ignacio collectera toutes les questions et on essaiera d'y répondre pendant les séances d'information. Alors, pour ceux qui sont ici parmi nous, vous pouvez également scanner le QR code et vous pouvez également poser vos questions via le chat. Alors, nous répondrons à certaines questions pendant la soirée et d'autres questions, toutes les autres questions seront bien entendu, on répondra à toutes les autres questions par la suite, donc dans les prochains jours, on répondra à toutes les questions. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'après la séance, dans quelques jours, vous allez recevoir un formulaire d'évaluation. Ce ne sont que 3 questions. Alors, il est important de compléter. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir par la suite, c'est la présentation, les 3 présentations de la soirée. Donc, je vous invite vraiment à compléter le document et nous renvoyer le formulaire d'évaluation. Alors, pour revenir à notre soirée, nous allons démarrer dans quelques minutes avec une première présentation autour du projet Red Wolf. Donc, il sera présenté par mon collègue Grégor, qui est ici parmi nous. La deuxième présentation traitera sur la technologie actuelle et future des pompes à chaleur. Elle sera présentée par Joseph Roch, chef d'entreprise de JR Cool. Nous terminerons par une 3e présentation autour de la performance énergétique de l'habitat via l'installation de pompes à chaleur. L'orateur sera Philippe Delcon, chef d'entreprise de Thermicien. À l'issue de chaque présentation, nous ferons donc un petit tour d'horizon par rapport aux questions et on tentera d'y répondre en direct. Vers 20h, nous saluerons les participants qui sont connectés en ligne. Et pour ceux qui sont parmi nous ce soir dans cette salle, vous pourrez continuer à débattre avec nos 3 experts autour d'un verre. Alors voilà, ça c'est pour l'agenda de la soirée. Maintenant, je souhaite encore peut-être prendre 2 minutes de votre temps pour justement faire quelques petits rappels autour des services de Volta. Alors, il faut savoir que durant cette soirée, nous avons à la fois des entreprises du secteur, mais nous avons également des enseignants, des formateurs, donc du personnel du monde de la formation et de l'enseignement. Alors, pour les entreprises, peut-être juste certains rappels. Volta vous soutient dans le cadre de la formation de vos ouvriers. Nous sommes là également pour octroyer des primes de formation lorsque vous formez vos ouvriers. On paye toute une série d'indemnités directement aux travailleurs, telles que primes de fin d'année, pensions complémentaires, que ce soit autour de l'incapacité de travail également, des frais de crèche, des garderies qui sont peu connus. Voilà, ça c'est vraiment des choses autour, je dirais, des entreprises. Et une dernière chose qui est importante et qu'on veut mettre également en avant, et surtout ce soir, nous avons donc un service technique ici, des collègues qui sont là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient autour du RGIE. Donc voilà, on a déjà 2 collègues présents ce soir et il y en a tant d'autres qui sont prêts à répondre à toutes vos questions. Alors, nous avons une ligne spécifique pour répondre à toutes ces questions. C'est le sat@volta-org.be. Donc, je répète, le sat@volta-org.be. Alors, pour ce qui est maintenant du monde de l'enseignement et de la formation, nous mettons à disposition toute une série de matériels, que ce soit didactique, pédagogique, promotionnel. Vous êtes les bienvenus à toutes nos formations, qu'elles soient en distanciel ou en présentiel. Vous avez accès à toute l'offre de Volta. Et nous sommes également là pour vous aider à notamment trouver des places de stage pour vos étudiants. Il y a d'autres services, mais voilà. Donc nous sommes là présents dans les entreprises, dans les centres de formation, dans les écoles, en tout cas tous les conseillers Volta. Donc n'hésitez pas surtout à nous contacter. Alors moi, je m'occupe de Bruxelles, partie francophone du pays, mais j'ai mes collègues en région wallonne qui s'occuperont également de vous et qui se feront un plaisir de vous rencontrer pour aborder toutes ces différentes thématiques. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à mon collègue Grégor qui va démarrer cette séance d'information. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, je vous souhaite une bonne séance d'information et on se voit plus tard. Merci. Merci Salvatrice pour cette introduction sur Volta. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus pour notre session d'information.
Mon nom est Gregor Probst, donc je suis conseiller en technologie chez Volta. Et je vais vous parler un petit peu du projet Red Wolf. Donc c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et pour lequel Volta a pu participer. Donc en 2 mots, c'est un projet qui s'inscrit dans les outils européens, interrégionaux, Interreg, voilà, de la région nord-ouest européenne, dont la Belgique fait partie. Et donc cet outil Interreg vise vraiment à renforcer la coopération entre les régions européennes et les différents membres de l'Union européenne. Donc, comme objectifs principaux, c'est surtout les luttes contre le changement climatique, mais aussi de pouvoir participer à la transition énergétique de notre société, et notamment à diminuer la consommation en énergie fossile. Et donc, l'objectif vraiment de ce projet Red Wolf, c'est de pouvoir diminuer les émissions de CO2 au niveau des résidences, au niveau des habitations. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Via le développement d'un outil de stockage hybride intelligent au niveau des habitations et qui combine un peu les technologies de stockage thermique, mais aussi en combinaison avec de l'hybride et du stockage électrique via des batteries domestiques. Donc ce projet avait un montant environ de 3,64 millions d'euros et a commencé en 2019 et se termine cette année. Au cours de ce projet, on a pu développer environ 6 projets pilotes, notamment au niveau résidentiel, concernant des chantiers de type rénovation d'habitation ou de nouvelles constructions. La plupart des projets pilotes se sont déroulés en Royaume-Uni, mais aussi en France, au Luxembourg, en Irlande, malheureusement pas en Belgique. Et donc, dans ce projet qui comporte un consortium de plusieurs partenaires de 5 pays différents, on avait notamment l'université Leeds, Beckett et l'université de Lorraine, de Grande-Bretagne et de France, qui ont développé notamment ce système Red Wolf que je vais expliquer un peu dans les prochains slides. On avait aussi des partenaires irlandais et du Grand-Duché du Luxembourg, et notamment le seul belge, c'est Volta. Et donc, comme vous voyez, il y avait différents types de partenaires, des universités, des centres de recherche, de connaissances, mais aussi des entreprises de développement de logements sociaux, ou bien aussi des différents types d'entreprises dans l'électrotechnique. Et donc, le rôle de Volta s'inscrit vraiment dans cette session d'information, de pouvoir disséminer un peu les connaissances, mais aussi les pratiques et les différentes expériences acquises durant ce projet. On a aussi pu jouer un rôle de conseiller en électrotechnique, donc notamment au point de vue de l'implémentation de l'idée de base que je vais un peu expliciter dans les prochains slides du projet, mais aussi point de vue des différents schémas conceptuels pour les différents projets pilotes et des spécifications techniques du matériel et des équipements qui ont été implémentés dans ce projet de développement du système Red Wolf. Notamment mes collègues Geert Verhoeven et Paul Jacobs de l'équipe de technologie ici à Volta ont pu notamment assister et participer activement à différentes réunions techniques avec tous les membres du consortium de ces 5 pays, mais aussi avec les sous-traitants du projet. Et donc, en 2 mots, quelle est l'idée de base de ce système Red Wolf? Comme vous savez, le mix électrique, donc notre production d'électricité, provient de différentes sources, et notamment de types d'énergie fossile, ou, plus important, ce qui nous concerne ici, de type de sources énergie renouvelable. Et donc cette électricité est ensuite transmise via les réseaux de transmission et de distribution de chacun des pays jusqu'aux habitations. Et donc l'objectif est vraiment, comme vous le savez, de pouvoir élaborer un système qui permet de prélever, d'utiliser et éventuellement de stocker une énergie renouvelable quand elle est disponible et abondante. Ça, c'est le problème parce que, comme vous le savez, pour l'instant, tout type d'énergie, et notamment les renouvelables qui est produite, mais qui n'est pas utilisée, d'une certaine manière gaspillée ou perdue. Donc voilà. Et donc, comme vous savez aussi, dans certains pays, comme par exemple le Royaume-Uni,
le prix de l'électricité varie aussi en fonction de la disponibilité, notamment des renouvelables. Et donc, ça permet aussi de favoriser certains types de tarification dynamique de l'électricité, comme on le verra dans le projet pilote ici au Royaume-Uni. Et donc, ce système Red Wolf, mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Il permet finalement de décider de stocker quand le mix électrique, dont l'énergie produite via les énergies renouvelables, est abondante et disponible. Et donc, au niveau des habitations, comme vous le savez, on a différents types de consommateurs usuels, comme les machines à laver, la vaisselle, cuisinière électrique. On peut en rajouter d'autres, mais ça, c'était vraiment dans les projets pilotes. Et on a aussi tous les types de stockage, un système de stockage qui existe déjà au niveau des maisons, comme les chaudières électriques ou boilers électriques, plus ou moins, des chauffages d'accumulation ou des batteries domestiques. Et donc, le but, ce sera vraiment de pouvoir, quand l'énergie renouvelable est abondante et disponible sur le réseau électrique, de pouvoir, d'une certaine manière, la stocker au niveau des habitations, et notamment stocker de manière thermique et éventuellement électrique, comme on le verra dans certains projets pilotes. Donc c'est un peu cette idée-là. Et donc, grosso modo, comment peut-on savoir si l'énergie électrique produise du mix énergétique dans un pays donné, par exemple en Belgique, via Elia? Donc, on peut le savoir grâce aux données d'intensité de carbone, de CO2, et notamment ces prédictions 24 heures à l'avance. Donc, comme vous le savez, dans un exemple ici, on a quand les énergies renouvelables sont abondantes, il y a moins d'émissions de CO2, et donc les données d'intensité de CO2 seront plus basses. Et ces données sont en fait transmises par les gestionnaires de réseaux de transmission. Et donc, ce système Red Wolf, qui se situe au niveau des habitations, pour chaque habitation, va, entre guillemets, récupérer ces données via le cloud, par exemple, et prendre la décision de stocker ou de ne pas stocker cette énergie électrique. Donc, par exemple, dans ce scénario-ci, où l'électricité disponible sur le réseau est en majorité d'énergie fossile, où les énergies renouvelables sont moins abondantes, entre guillemets, les émissions de CO2 seront beaucoup plus importantes, et donc les données d'intensité prédites par le réseau de transmission seront plus grandes, et donc le système Red Wolf décidera de ne pas stocker thermiquement au niveau des maisons cette énergie électrique. Dans le cas, par exemple, où les énergies renouvelables sont abondantes, quand il y a beaucoup de vent, par exemple en mer du Nord, etc., beaucoup de soleil, alors les données d'intensité seront plus basses, il y aura moins d'émissions de CO2 globalement, hein, et donc le système Red Wolf décidera de, suivant un certain seuil, ça on le verra un petit peu, de stocker thermiquement au niveau des habitations. Et donc, grosso modo, quel est le concept de base du système Red Wolf? On a d'un côté des données d'intensité, les prédictions de données d'intensité de CO2. Donc, si le mix énergétique et l'électricité est verte, entre guillemets, ou moins verte, transmis par le gestionnaire de réseau de transmission. Et ça, c'est transmis à un algorithme qui tourne sur un serveur qui est basé sur le cloud et qui communique avec différents types d'habitations via un système d'installation électrotechnique et un système de communication. Donc, pour chaque maison, on peut avoir un peu ce genre de schéma de base là. Et donc, si on a plusieurs habitations, on peut juste le répéter suivant le type d'habitation et le nombre d'habitations que l'on veut couvrir. Et donc, grosso modo, à nouveau, je me répète, ici, si on a les énergies renouvelables qui sont plus abondantes et disponibles sur le réseau électrique, les données d'intensité prédites, d'intensité de carbone, transmises par le GRT à l'algorithme, vont
permettre au système Red Wolf de prendre une décision. Ici, par exemple, de stocker de manière thermique dans les habitations. De même, dans le système, dans le scénario où les énergies fossiles sont plus importantes en tant que source d'électricité disponible sur le réseau, à nouveau, ici, l'algorithme alors prendra la décision de ne pas stocker au niveau des habitations. Et donc, quelle est cette donnée de prédiction d'intensité de CO2 fournie par le gestionnaire de réseau de transmission? Vous pouvez le voir ici, par exemple. On a sur 24 heures cette évolution qui varie en fonction de la disponibilité et de l'abondance des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles. Et en ordonnée, on a l'intensité de CO2 en grammes par kilowattheure, par exemple. Donc ici, donc les creux, par exemple, et les bosses de ces graphiques, on peut voir que dans les creux, on a bien sûr une intensité moins basse, donc plus d'électricité verte, entre guillemets, que les bosses. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on devrait retenir de ça. Et aussi, comme j'avais dit, on peut éventuellement, dans certains systèmes Red Wolf, notamment en Grande-Bretagne, aussi avoir cette donnée de tarification dynamique de l'électricité, c'est-à-dire que l'électricité va varier en fonction, par exemple, de l'abondance ou non d'électricité d'origine renouvelable. Et donc ça varie, par exemple, ici d'heure en heure. En abscisse, en ordonnée, on a le prix, par exemple, horaire d'électricité en euros par kilowattheure qui varie. Bon, c'est juste un exemple. Et ce prix peut bien sûr éventuellement contenir déjà cette variation d'offres en énergie renouvelable, ou aussi varier suivant la demande. Si la demande est haute ou si la demande est basse, bien sûr. Le prix va varier en fonction de ça. Et donc, grosso modo, qu'est-ce que l'algorithme va faire? Il va non seulement récupérer les données de prévision d'intensité de carbone, donc si l'électricité est plus verte ou moins verte, et aussi pouvoir récupérer des données de consommation au niveau des habitations. Et sur base de calculs, voilà, un peu itératif, il va pouvoir décider de l'intervalle de temps pendant lequel cette électricité, entre guillemets plus verte, pourra être prélevée du réseau et stockée au niveau des habitations. Donc un exemple, donc on sait que le gestionnaire de réseau de transmission va transmettre cette donnée d'intensité de CO2 pour les prochaines 24 heures à l'algorithme, au système Red Wolf. Et que va-t-il faire? Il va aussi collecter, par exemple, la puissance absorbable maximum de l'installation au niveau d'une habitation. Donc on va dire ici, par exemple, 5 kW. Et aussi la prévision de consommation au niveau de l'habitation. Ici, par exemple, pour les prochaines 24 heures, on dit environ 40 kWh. Ça, c'est parce qu'on prend en compte peut-être les radiateurs à accumulation. C'est pour ça que cette donnée est un peu plus élevée que ce qu'on penserait. Et ici, alors, l'algorithme va alors pouvoir intégrer ces différents types de données et pouvoir calculer le seuil d'intensité de CO2, mais aussi ce fameux intervalle de temps pendant lequel il décidera de stocker, de prélever du réseau et de stocker ou non cette énergie électrique plus verte, entre guillemets. Et donc ici, on aurait que cet intervalle de temps serait d'environ 8 heures, qui serait disponible pour pouvoir répondre aux prévisions de consommation pour les prochaines 24 heures de l'habitation. Voilà, c'est un peu l'idée, grosso modo. Donc, une fois qu'il aura décidé cet intervalle, l'algorithme va pouvoir envoyer des commandes de type fermeture de circuit, ouverture de circuit, un peu contacteur, qui permettront soit de stocker au niveau de la maison, soit de ne pas stocker. Voilà, c'est un peu le concept de base de ces systèmes. Et donc, un exemple ici, à nouveau, on a le temps en abscisse et l'intensité de CO2 en ordonnée. Donc, on a la prévision d'intensité de CO2 en bleu, comme vous pouvez le voir, et l'algorithme
va commencer à calculer le seuil d'intensité de CO2 à 24 heures. Ici, on voit qu'il recherche par itération. On voit qu'il y a à aucun moment donné l'intensité prédite par le gestionnaire de réseau de transmission du mix énergétique pour les prochaines 24 heures ne descend en dessous de ce seuil. Donc l'algorithme va de nouveau chercher. Donc il décide que c'est inférieur à 8 heures. Rappelez-vous, ces 8 heures étaient nécessaires pour pouvoir répondre à la consommation prédite de l'habitation, dans l'exemple qu'on avait vu. Et donc, il va continuer à itérer. Et là, par exemple, il voit on a une période environ un peu avant 2 heures et après 4 heures, de 3 heures. C'est bien, on voit que l'intensité prédite de carbone est inférieure au seuil pendant 3 heures, mais ce n'est pas suffisant. Rappelez-vous, il faut au moins 8 heures pour pouvoir répondre à la consommation prédite au niveau de l'habitation, dans l'exemple qu'on avait cité. Et donc ici, par exemple, après itération, hop, il trouve un intervalle de temps qui correspond aux 8 heures qu'on avait calculé. Et donc pendant ce temps-là, entre, on va dire, 0 heure et 6 heures ici, dans l'exemple, plus une petite période, un peu avant 14 heures et un peu avant 16 heures, avec un total de 8 heures. Et donc là, ça correspond vraiment à la consommation qui avait été prédite pour les prochaines 24 heures. Et donc là, il décide alors de stocker thermiquement. Alors, bien sûr, au niveau des habitations, on a une installation électrotechnique. Et cette installation électrotechnique doit pouvoir échanger les données des deux sens de manière bidirectionnelle. Comme on a vu, dans un sens, elle va envoyer des données en kilowattheures ou des ampères ou du voltage qui informent le système Red Wolf à propos des consommations au niveau de l'habitation via des wattmètres, tandis que de l'autre côté, il va pouvoir recevoir aussi des commandes via des contacteurs du système Red Wolf, de l'algorithme, pour pouvoir fermer ou ouvrir les circuits et donc pas stocker ou stocker en fonction de ça l'énergie électrique du réseau. Et donc, voilà un petit exemple. Comme vous savez, on a les différents types de systèmes de stockage. Boiler électrique, radiateur, accumulation, batterie électrique éventuellement dans un des projets pilotes. On a aussi d'autres consommateurs. On peut aussi le combiner avec du PV domestique. Et donc, dans ce système d'implémentation électrotechnique de l'idée de base, on utilise une combinaison de wattmètres, enfin de mesureurs de puissance finalement, et des contacteurs pour pouvoir faire un câblage de puissance. Bon, c'est vraiment un schéma conceptuel. On ne montre pas tous les détails, bien sûr. La mise en œuvre, bien sûr, est peut-être différente d'un projet à l'autre. Dans certains projets, on avait plutôt du triphasé, dans d'autres, du monophasé. On avait aussi dans certains projets où les onduleurs et le PV domestique étaient d'une certaine manière connectés. Donc on avait des onduleurs hybrides d'une certaine manière. Donc ça dépend un petit peu du type d'implémentation que l'on veut appliquer. Alors ensuite, bien sûr, toutes ces données doivent être communiquées à l'algorithme. Et comment est-ce qu'on le fait? Via un système de communication qui utilise une antenne de type GPRS. Donc, grosso modo, le schéma de câblage, donc c'est vraiment aussi un schéma très simplifié, bidirectionnel. Donc ici, on a toutes ces données qui transitent via un contrôleur central qui va pouvoir échanger les données de consommation et recevoir les données de commande via une antenne GPRS à l'algorithme. Donc il y a un dialogue permanent entre les différents types d'installations. Et donc, de manière plus concrète, je vais peut-être vous présenter un projet pilote. Comment ça s'est présenté? Voilà le système un peu Red Wolf, le système de base.
Et dans le projet pilote, voilà, on avait plusieurs habitations. Ça a été développé par la compagnie First Choice, qui est une compagnie de développement de logements sociaux, basée en Grande-Bretagne et qui avait environ une dizaine d'appartements. Et donc, comment se présentait un peu le schéma de câblage simplifié? Donc voilà, on avait à la fois de la puissance et des datas bidirectionnelles qui permettaient, via un contrôleur central, de pouvoir dialoguer avec l'algorithme et donc de recevoir les informations de décision de stockage ou non stockage au niveau des habitations. Et donc, dans ce projet, on avait par exemple 9 panneaux PV de 300 watts Secret. On avait aussi des batteries lithium-ion phosphate de 5 kWh. Aussi des boilers. On peut stocker donc thermiquement l'électricité de 111 à 281 litres de 2,8 kW. Des radiateurs à accumulation aussi de 7,2 à 23,1 kWh. Pour votre information, on avait aussi, voilà, c'est un peu à quoi se ressemblait le cabinet le coffret de communication avec l'antenne GPRS. Et évidemment, tout ça a été relié au compteur. Ici, vous voyez bien sûr qu'en Angleterre, ici dans le cadre de ce projet, il n'y avait pas encore de compteur digital, mais on pourrait le faire éventuellement avec un compteur digital, comme par exemple en Belgique. Malheureusement, on n'a pas eu de projet pilote en Belgique. Et donc, voilà, ça c'est un exemple de projet pilote avec plusieurs variations possibles dans l'implémentation de ceux-ci. Et donc, grosso modo, en conclusion, on peut dire qu'on a pu vraiment augmenter la collaboration et les échanges entre les différentes régions et membres de l'Union européenne, mais aussi tester un peu des innovations de type un peu smart, innovante, connectée, on va dire aussi sociale et citoyenne, qui permettent aussi de poser les jalons de nouvelles politiques régionales ou de nouvelles gouvernances aussi locales. On a pu aussi participer un peu à la transition énergétique, lutte contre les changements climatiques, mais aussi on a eu plusieurs défis, notamment au niveau des procédures d'appel d'offres publiques, parce que dans chaque pays, les règles sont différentes. C'est un coût non seulement en euros, mais aussi point de vue administratif. Bien sûr, l'impact de la pandémie en 2019 et 2020 n'a pas aidé. Donc tous les projets ont été un peu retardés d'une certaine manière dans leur implémentation. On a aussi pas mal de défis techniques au niveau des protocoles, notamment au niveau des batteries. Les constructeurs n'étaient pas totalement transparents non plus. Bon, ils ont pas mal de compétiteurs, j'imagine aussi. Voilà, aussi la compatibilité entre les différents protocoles n'était pas évident non plus entre les différents types de machines qui étaient connectées entre elles. Et aussi, on a besoin aussi de beaucoup plus de données pour pouvoir améliorer ce système. Donc c'est du type machine learning. Donc au plus on a de données, au plus les prédictions, entre guillemets, parce que c'est basé sur des prédictions, seront consistantes et précises. Et donc pour l'instant, il n'y a pas encore de solution commercialisable d'une certaine manière. Donc c'est encore au test de pilote. Bien sûr, ça a été piloté par des universités. Mais voilà, c'est aussi quelques types de solutions qui sont en développement pour l'instant. Et alors, pour terminer, je vais vous montrer un petit film à propos du projet. Et donc, voilà, je vous laisse le regarder. RedWolf has been funded by the European Union, who has the major goal of reducing CO2 emissions. And in particularly, RedWolf looks at reducing CO2 emissions from houses and residential buildings. There is the additional advantage that we can cut energy bills for houses. What we do is to use a system that is becoming popular that is called dynamic tariff. Dynamic tariffs are being
offered by utilities, and these dynamic tariffs imply that the price of energy changes according to the availability of green energy. According to our estimates, the bills for customers can be reduced by 40%. I'm going to describe the components which make up the Red Wolf energy monitoring system. Here we have the control and communications cabinet. These are the Red Wolf energy meters, which are monitoring the energy for the different components within the dwelling. Here is the solar PV inverter. This is the battery energy storage. Over here we have the thermal storage heater. And here we have the domestic hot water storage cylinder. We use these three systems because we need heat, hot water, and electrical appliances. The energy meters are looking at the energy consumption of the different circuits within the house, and this information is passed to a cloud-based server. The cloud-based server is making the decision whether to take electricity from the grid or one of the storage devices. It also looks at the CO2 index and pricing if dynamic pricing is available. Total time to install the full Red kit was around 2 to 3 weeks. The majority of that time was spent on installing the PLC. We had a few teething problems on the first few installations of them, which was taking around 5 to 6 days, but as we've got over the teething problems, now it's taking around 2 days to install. At the moment, the way the climate is, I would expect we'd be paying about maybe £200 a month, and our bill was £95. You don't really have to do anything, it just seems to work itself. Merci pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, je peux aussi y répondre au cours de la réception après. Je n'ai pas de questions ici. Pas de questions, eh bien, c'est excellent. Merci Ah oui, beaucoup. j'en ai une qui vient d'arriver. Combien coûte un projet complet de type Red Wolf? Bonne question. Je peux peut-être y répondre par email. Alors, j'ai une deuxième question. Avec le contrôleur GPRS, y a-t-il un abonnement mensuel à payer? Bonne question. Ça dépend évidemment d'un pays à l'autre. Mais Tu peux te renseigner, on peut répondre. on peut éventuellement se renseigner auprès de ceux qui ont plus précisément. installé exactement. Merci beaucoup. Et alors maintenant, bien sûr, j'ai parlé de radiateurs à accumulation, mais on a d'autres solutions, bien sûr. Par exemple, les pompes à chaleur. Et là, c'est Joseph qui va pouvoir nous en dire plus. Alors, j'ai encore une question, juste avant que vous commenciez. Pour quelle raison n'y a-t-il pas eu de participants belges dans le projet? Il y a eu un participant belge, c'est Volta. Donc, voilà. Pour la réalisation, c'est vous qui avez posé la question. Ça se passe en Angleterre, effectivement. Je suppose qu'ils vont travailler avec des installateurs sur place. Hein. C'est des installateurs sur place, donc ça se passait en Angleterre, hein, c'est ça? En Angleterre, en France, au Grand-Duché de Luxembourg. Oui. Ça peut paraître bizarre, effectivement, pour un... Comment? C'était faisable aussi en Belgique, non? Je ne me suis pas occupé de ce projet, je ne pense pas, puisqu'il a été décidé d'équiper ces résidences sociales en Angleterre. Mais la décision a été prise que Ouais. d'autres pays avaient décidé de développer le projet. En même temps, c'est rentable, surtout si on arrive avec la dynamique. Oui, parce qu'on a testé. Ça arrive bientôt en Belgique, hein, j'imagine, parce qu'il y a parfois des témoignages de fois passés de l'installateur qui avait installé sa bande de recherche. Et donc, son fournisseur lui offrait un tarif plus intéressant lorsque les Grégor, peut-être devant le micro, comme ça les personnes qui nous suivent par le web.
Oui, donc les tarifs dynamiques vont probablement arriver aussi en Belgique. Donc, on avait le témoignage d'un installateur qui avait une borne de recherche pour véhicules électriques. Il disait que son fournisseur d'électricité lui accordait un tarif préférentiel quand il y avait plus de renouvelables, donc via CPV par exemple. Donc voilà. Ça peut être aussi en fonction de la demande. Si la demande est haute, ben, les prix aussi vont varier en conséquence, ou basses. Les prix vont aussi varier en conséquence. Voilà. Merci. Bonjour, je me présente, Joseph Roch. Nous allons parler des pompes à chaleur et leurs pièges, parce qu'effectivement, il y a des pièges. Et surtout, on va essayer de comprendre comment fonctionne la pompe à chaleur avant de parler des pièges. Un circuit frigorifique, c'est tout simplement un compresseur, comme vous avez à l'arrière de votre frigo, la petite boule noire, qui va pousser un gaz dans un radiateur pour refroidir ce gaz, et à la sortie de ce radiateur, qui s'appelle un condenseur, le réfrigérant, qu'on appelle du gaz, sera condensé. Donc il va passer à l'état liquide, en étant refroidi. Après, on le détend, c'est-à-dire qu'on va faire chuter brutalement sa pression, de façon à ce qu'il soit à une pression bien inférieure et qu'il cherche à s'étendre, à prendre de la place. Et en changeant d'état, il va prendre de l'énergie pour pouvoir s'évaporer. En fait, quand vous avez une bouteille d'éther, vous tenez la bouteille d'éther, elle n'est pas chaude ni froide. Vous ouvrez la bouteille d'éther, vous mettez une goutte sur la main, et là, vous ressentez du froid. Parce que l'éther, en s'évaporant, va prendre l'énergie de votre corps pour s'évaporer. La température d'évaporation de l'éther à la pression atmosphérique, elle est d'environ 34,5 degrés. Et vous, votre peau, elle est à 36-37. Donc forcément, ça va refroidir la peau jusque la température d'évaporation de l'éther. À la sortie de cet évaporateur, donc, nous sommes passés totalement en gaz, et là, on retourne au compresseur et on recommence le circuit. Donc, il n'y a pas de gaz perdu. Une chose qui est importante de connaître, surtout quand on lit une publicité, c'est le coefficient de performance. Le coefficient de performance, c'est un terme qui a été créé spécifiquement pour les pompes à chaleur, parce que même si la pompe à chaleur est un frigo qui tourne, on va dire, à l'envers, on échange les radiateurs, le frigo, on ne parlait pas de coefficient de performance, mais bien d'énergie utile frigorifique absorbée à l'évaporateur divisé par l'énergie fournie du compresseur. Donc c'est un ratio. Le COP, donc coefficient de performance, c'est la même chose, mais à propos de la chaleur. Donc on regarde avec 1 kW d'électricité combien on peut avoir de kilowatts de chauffage. Ainsi, si on a pour 1 kW d'électricité 3 kW de chauffage, on a un COP ou coefficient de performance de 3. Les technologies existantes et l'évolution des technologies, on va en parler un petit peu parce que maintenant on essaye de faire des pompes à chaleur avec un peu tout et n'importe quoi. Et donc, le plus classique, c'est un système RR. C'est ce que l'on trouve dans la plupart des maisons. Quand vous voyez un système qui est en haut du mur, qu'on appelle un climatiseur, il est réversible. On peut faire aussi bien du chaud que du froid. Et alors, comment fait-on pour faire aussi bien du chaud que du froid? On va simplement utiliser une vanne qui est réversible et qui va inverser les radiateurs. Donc, dans le premier cas de figure, ici,
en mode froid, la chaleur va être dirigée à l'extérieur et on va faire du froid à l'intérieur. Et dans le cas de figure où la vanne 4 voies sera dans l'autre sens, on va diriger le chauffage à l'intérieur et faire du froid à l'extérieur. En fait, c'est avantageux parce que ça ne dérange personne qu'on refroidisse l'air qui est déjà à moins 10 vers moins 15 ou moins 20. Ce qui est intéressant, c'est la chaleur qui est à l'intérieur et qui monte. J'ai oublié un petit détail, il ne faut pas confondre l'inversion du système avec l'inverteur. L'inverteur, c'est quoi? C'est de l'électronique qui permet d'utiliser une fréquence désirée à propos de n'importe quoi qui rentre comme énergie, plus ou moins. C'est-à-dire que si la tension d'alimentation serait de 196 volts ou 242 volts, le compresseur, lui, va prendre l'énergie qu'il a besoin grâce à cette carte inverteur, avec la tension qu'il a besoin, le courant qu'il a besoin et la fréquence qu'il a besoin. RO, chauffage et production d'eau chaude sanitaire, eh bien, on met simplement le condenseur à la place de le mettre dans l'air, on le met dans l'eau, et donc on dissipe la chaleur du système frigorifique. Ici, voilà, en mode chaud, cette chaleur-là, elle est mise dans l'eau. Et l'extérieur, eh bien, vous sentez qu'il y a du froid, mais le froid n'est pas tellement utile, sauf si vous désirez faire une cave à vin avec les pertes. Mais ça, c'est un petit détail. Alors, en géothermie, on fait la même chose, sauf qu'on va utiliser en général les deux radiateurs, un dans le sol ou à la limite dans l'eau, et l'autre, pour profiter du système, on va utiliser, donc ici en mode chauffage, à l'intérieur, à la place de l'intérieur, ce sera le circuit d'eau du chauffage central plus ou moins, chauffage sol, et l'extérieur, il sera mis dans soit un réseau en tapis en dessous du jardin ou dans des tubes verticaux d'une profondeur de 80 mètres. Il faut demander l'autorisation pour pouvoir faire de tels forages parce qu'on peut avoir des problèmes avec la région qui veulent préserver évidemment leur zone naturelle. Alors, on va se diriger tout doucement au niveau écologique vers des réfrigérants qui sont moins polluants. Moins polluants, c'est surtout à la fabrication qu'ils seront moins polluants. Et c'est pour ça qu'une des solutions faciles, c'est utiliser du propane. L'inconvénient du propane, c'est qu'il est quand même, non pas un peu, mais bien explosif. Et donc, quand on utilise une station au propane qui doit refroidir des frigos, par exemple, dans des grands magasins, eh bien, on va mettre cette unité complètement à l'extérieur et on va refroidir un système d'eau glycolée qui, lui, va aller dans les frigos. Donc, on a une ligne, on va dire, qui tire vers moins 10 degrés, qui sera de l'eau glycolée, et tout le reste est géré à l'extérieur. De façon à ce que, quand c'est en panne, on enlève les câbles électriques, on enlève les deux tuyaux d'eau, et on part avec la machine, on installe une autre. Pas de réparation sur place, pas de danger, pas de mise en contact avec la clientèle du magasin, ni avec le personnel. C'est très sécurisé. Accès à la profession, parce que c'est quand même une profession un peu spécifique que celle de frigoriste ou climaticien. Eh bien, voilà, il y a une formation qui est nécessaire. On ne s'invente pas technicien en matériel frigorifique, par exemple. Il faut quand même réussir un examen. Pour réussir l'examen, il faut suivre une formation. Et donc, il y a des centres agréés, etc., pour faire ces examens spécifiques. Pour pouvoir acheter du réfrigérant polluant, il faut passer un examen spécifique et faire valider
cet examen auprès de la région. Mais au niveau professionnel, pour pouvoir acheter, par exemple, un compresseur des tuyaux de cuivre, etc., donc au réfrigérant, avec un diplôme de chauffagiste, climaticien, électricien, vous pouvez acheter les composants ou même des systèmes d'air conditionné dans le commerce. Vous ne pourrez pas le mettre en service pour autant, mais vous pourrez l'acheter. De plus, mais il faut quand même 3 années d'expérience dans un de ces métiers de base pour pouvoir dire qu'on ne va pas créer trop vite d'accidents. Alors, quels agréments sont nécessaires en Wallonie et à Bruxelles pour les fluides réfrigérants? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les réfrigérants qui ont une influence sur l'effet de serre, par exemple R134A, 1 kg de R134A, ça équivaut à environ 1,3 tonne de CO2. Donc, au niveau pollution, c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on fait quand on le fait, et pas faire du n'importe quoi. D'autre part, comme les autres produits qui sont moins polluants sont plus dangereux, ben, une formation spécifique serait bien aussi. Même le CO2 qui a 1 pour 1, qui serait le moins polluant, les pressions de travail sont au-dessus de 120 bars. Donc, si vous voulez parler en pascal, ça fait énormément de pascal puisque c'est 100 000 fois plus. Mais bon, je préfère aller au bar que rencontrer un pascal. Alors, le client qui veut une pompe à chaleur, quel type veut-il? Ben, c'est lui en général qui va demander quoi. Mais il faut savoir qu'un chauffage RO tout électrique, ben oui, écologiquement, ben, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre, tout au moins en mode direct. Ben, l'économie, je ne sais pas si on en fait vraiment, sauf si on a des panneaux solaires et qu'on pompe directement sur l'électricité, mais le reste, si on doit prendre sur le réseau, 1 kW d'électricité coûte à peu près 3 fois plus cher qu'1 kW de gaz. Et au niveau du confort, ben, ça dépend un petit peu ce qu'on a comme système, mais si c'est un chauffage à accumulation, ben, il doit accumuler pendant la nuit, ou bien pendant le moment où on précipite plus d'électricité verte, et on doit le rendre quand on en a besoin, et là, parfois, on est trop court. Donc, au niveau confort, j'ai mis un point d'interrogation. Un chauffe-eau thermodynamique pour eau chaude sanitaire, ben oui, c'est super écologique, parce que là, avec 1 kW d'électricité, pour autant qu'elle soit verte, ce serait bien, on produit 3, 4, voire 5 kW de chauffage pour l'eau. Économiquement, ben, c'est super. Hein? On a une pompe à chaleur qui développe en général 200-300 watts pour un boiler de 200 litres, alors que si on utilise du tout électrique, on a une résistance de 2 kW. Et au niveau confort, ben, c'est exactement la même chose qu'un boiler électrique. Une pompe à chaleur RR, ben oui, écologiquement, ben forcément, c'est la même chose que le boiler thermodynamique. Ça, c'est pour le niveau écologique. Niveau économique, ben, je vous l'ai dit, avec 1 kW d'électricité, on produit 3-4 kW de chauffage. Mais au niveau du confort, ben, il y a le bruit des ventilateurs. Même si on a fait énormément de progrès au niveau technologique et technique, il reste des ventilateurs et éventuellement, parfois, l'hiver, des dégivrages. Alors, pour le client qui désire un système pour chauffer l'eau et qui dit « mais j'ai déjà un système de chauffage avec de l'eau », ça s'appelle des radiateurs. Ben, très bien, mais le chauffagiste, il a prévu un système radiateur avec de l'eau à 75 degrés. Et donc, la pompe à chaleur, si on veut la faire monter à 75 degrés, on va être embêté parce que la différence de température est très élevée et donc le coefficient de performance va
diminuer, mais même très fort. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour arriver avec de l'eau à 45 degrés qui, elle, est très écologique, rentable économiquement, etc., on va devoir, pour avoir la même puissance, plus ou moins ici, que j'avais à 75 degrés, à 45 degrés, je vais devoir tripler le modèle du radiateur. Voilà un radiateur pour fonctionnement à 75 degrés et pour le même rendement, un radiateur pour fonctionnement à 45 degrés. Il y a des choses, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, même si votre client dit « oui, mais on va agrandir les radiateurs ». Sur un système monotube, ça ne marchera pas. Parce que toute la chaleur va être dissipée dans le premier, et puis dans le deuxième, il n'y aura plus rien. Donc, on évite les solutions monotubes. Ce n'est pas possible avec des pompes à chaleur. De même, les systèmes qui sont mis en caniveau ou les petits convecteurs, en fait, ce sont des systèmes qui marchent avec de l'eau très chaude, de l'eau à 70 degrés. Là, on a une bonne convection naturelle, mais avec de l'eau à 45 degrés, on n'aura rien du tout comme rendement. Alors, le client qui veut toujours sa pompe à chaleur, il faut quand même regarder un peu comment est sa maison. Alors, si c'est bien isolé, oui, on va foncer, on va mettre une pompe à chaleur. Si c'est moyennement isolé, on va commencer à y réfléchir parce qu'on va commencer à consommer et on va toujours peut-être avoir des zones froides dans la maison. Et si on a une isolation seulement du toit, c'est encore un peu plus difficile. On va toujours avoir ce problème de zone froide, éventuellement de courant d'air si les châssis sont un tout petit peu vieux, etc. Mais si c'est du simple vitrage ou des murs humides, c'est hors de question. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Joseph, pour ta présentation sur les pompes à chaleur et notamment leurs pièges. Et maintenant, je vais inviter le troisième orateur, Philippe Delcon, qui va nous présenter une étude de cas pratique, notamment dans le cadre d'un scénario de rénovation d'une maison, et voir un peu les performances énergétiques et surtout leur amélioration via l'installation d'un système de pompe à chaleur. Philippe, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va faire une étude de cas d'une rénovation d'une maison existante, amélioration des performances énergétiques via l'installation d'un système de pompe à chaleur. Remplacement d'un chauffage électrique, nombre de maisons dans les années 80 ont été évidemment munies de chauffage électrique d'accumulation, voire direct. Alors, est-ce qu'il faut maintenant, dans les rénovations, installer des radiateurs, une pompe à chaleur RR? D'un côté, il faut installer un réseau de distribution d'eau de chauffage et demander le raccordement. D'où notre choix ici, en principal, de faire un RR qui est assez facile d'installation, en lieu et place de mettre évidemment des radiateurs et un circuit hydraulique. Le prix de la PAC RR installée est inférieur à celui d'un système de chauffage complet, reposant donc sur une chaudière et des radiateurs. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le mariage gagnant, c'est la pompe à chaleur et le photovoltaïque. Évidemment, on produit son électricité et on va en donner une partie à la pompe à chaleur qui va vous donner du chauffage. Voilà, petite situation existante, un pli plein pied, année des constructions 1990, label D, vous retrouvez les valeurs énergétiques des performances de cette maison dans le petit tableau ici à droite. Chauffage par accumulation avec 4 radiateurs à accumulation de chacun 2000 watts. Et on veut donc remplacer ce système qui a donc 33 ans par des pompes à chaleur RR et atteindre grâce à ça un label B. En plus, il y aura donc possibilité de placer des panneaux photovoltaïques qui vont compenser évidemment cette énergie électrique chauffage. Je vais vous passer évidemment tous les calculs des lambda, des coefficients thermiques et autres.
Ici, on va faire donc le calcul et l'accélération d'un multisplit, chauffer et rafraîchir une petite maison. Vous avez ici le circuit frigorifique, mais qui a été vu avec mon prédécesseur. Voilà, voici la maison. Façade avant, façade arrière, façade droite, gauche. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Bien, nous avons en blanc 4 accumulateurs, chacun de 2000 watts. C'est un séjour de 42 mètres carrés, on a 2 accumulateurs. Et dans les chambres, donc, on a chaque fois un accumulateur. La salle de bain, dans ce cas-ci, est avec un petit radiateur électrique. Et il y a un ECS boiler électrique qui donnera donc de l'eau chaude. Donc nous allons remplacer cet ensemble d'accumulateurs électriques par des pompes à chaleur. En rouge, vous voyez le multisplit qui lui va desservir donc 3 unités intérieures qui se trouvent en bleu. Vous avez 2 petites dans les chambres et une un peu plus grosse dans le séjour salon. Pour évidemment calculer les valeurs des puissances nécessaires par élément intérieur, on va utiliser un petit bilan frigorifique simplifié. Il existe évidemment des études où on peut aller beaucoup plus loin, mais ici avec ceci, on sait s'en sortir. Je vous donnerai un exemple de ces tableaux à la fin de la séance, aussi bien en chaud que l'on en froid. Ici, après calcul, j'ai fait une pièce. On obtient 888 watts pour 12 mètres carrés. On va arrondir à 1000 si vous permettez. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Plus ou moins 83 watts du mètre carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les surfaces de chaque pièce, à savoir la chambre 1, il nous faudra les 14 mètres carrés fois le coefficient de 83 watts par mètre carré, soit 1162 watts, séjour 42 mètres carrés fois 83, 3486. Ces calculs sont basés sur une valeur de 21 degrés pièce intérieure et de moins 10 degrés extérieur. On va sélectionner les appareils à moins 10. Ça, c'est très important vu que ici, nous sommes bien dans le cas d'un remplacement intégral des accumulateurs électriques et pas simplement une aide de chauffage. J'ai choisi une marque, en l'occurrence ici LG, et dans les catalogues, j'ai été regarder, je vais vous le montrer, à moins 10 degrés, quelle est la puissance que l'on a besoin, aussi bien pour les unités intérieures que, évidemment, pour le multisplit. Vous voyez donc ici un appareil de 6,2 kW en puissance nominale, mais à moins 10, vous le voyez, il donne 5,3 kW. C'est ce que nous avons besoin. Vous voyez, donc capacité nominale à moins 10 et 5,3. Donc notre groupe extérieur, en puissance nominale de 6, ne donne plus qu'à moins 10, 5,3. Mais évidemment, c'est une question de sélection. Idem pour les unités intérieures, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir prendre un coefficient que pour que, par exemple, l'unité intérieure du séjour nous donne évidemment la puissance de 4,05 kW, aussi à moins 10, où on voit d'ailleurs que l'on perd plus ou moins 20%. On va dire donc de 7 degrés extérieurs à moins 10, on a une chute de rendement, donc ce qu'on appelle le COP, ce qui a été vu précédemment. Voilà, au niveau investissement, je ne vous mens pas, j'ai été sur Internet, je ne connais pas particulièrement le prix des accumulateurs électriques, je vous ai seul juge, j'ai trouvé évidemment des accumulateurs électriques, ça revient plus ou moins à 1 000 €, suivant les marques, etc. Et donc, en prix estimatif pour des accumulateurs, les accus, 4, main-d'œuvre, fourniture, prix de vente, on devrait avoisiner les 5 000 €. Encore une fois, je vous laisse seul juge, c'est peut-être 4 500, c'est peut-être 7 000 à voir. Par contre, l'estimatif de mon expérience au niveau de l'air conditionné, on arrive à 6 100 €. Qu'est-ce que l'on voit?
mais la différence est assez faible dans le cas d'un remplacement par accumulateur électrique. Je n'ai pas parlé évidemment de pompe à chaleur RO remplacement chaudière, ce qui est faisable aussi bien entendu. L'estimation de la consommation de chauffage, c'est simple, on considère aujourd'hui un rendement avoisinant les 3 en saison hivernale pour chauffer de 21 à -10. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le prix du kilowattheure d'aujourd'hui. Après des recherches, j'ai vu que c'était plus ou moins 40 cents. On divise évidemment ces 40 cents qui vont être divisés par 3. Au préalable, les 8000 kWh, c'est l'estimation de consommation de chauffage électrique de la petite maison, fois 0,4, les 40 cents, égale 3200 €, évidemment, divisé par le SCOP. Qu'est-ce que le SCOP d'une PAC? C'est la quantité d'énergie que la pompe à chaleur est capable de produire dans l'absolu pour le chauffage d'un logement. Le COP, lui, c'est le coefficient optimal de performance, qu'on appelle le rendement. À un moment donné, le SCOP reprend une saison. Qu'est-ce qu'on remarque? En mode chauffage, sans utiliser évidemment le mode froid, avec les températures que nous avons, ce serait peut-être intéressant, mais voilà, on ferait une économie de 2200 € par an par rapport à des accumulateurs électriques. Donc évidemment, on voit que le rendement est assez intéressant et que le retour sur investissement peut être vraiment intéressant dans le cas présent. Évidemment, soyons clairs, chaque système a des avantages, a des inconvénients. Alors on va commencer par l'un ou par l'autre. Commençons par l'avantage à gauche. Rendement, on l'a vu, économie d'énergie. Chauffage et rafraîchissement, entendons-nous bien que si vous rafraîchissez, évidemment, vous grevez évidemment vos kilowattheures, donc évidemment le rendement va diminuer. Multiples modèles à l'intérieur, on peut avoir des mureaux, des cassettes, des gainables. Plus-value immobilière, c'est vrai qu'on tombe dans le sacro-saint thermodynamique et non chauffage au gaz, chauffage au mazout. Gestion à distance, Wi-Fi et autres, on peut les avoir sur les accumulateurs. Possibilité de filtration haute, il existe certains appareils avec des systèmes à particules, nano, etc. Bon, encore une fois, à voir, mais c'est aussi respectueux de l'environnement. Vous chauffez, refroidissez et ventilez indépendamment des combustibles fossiles. Voyons maintenant quand même les désavantages. Nuisance sonore du groupe extérieur. Quand on a une maison, 4 façades, avec le premier voisin à 10 mètres, on n'a pas de souci. Si évidemment on se retrouve en appartement avec terrasse, on peut gêner le voisin. Donc à voir, il y a des normes de bruit sur les groupes extérieurs qui ne sont pas les mêmes en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. L'emplacement du groupe, il est parfois impossible de le mettre. Les goulottes, les tuyauteries, il faut essayer que ce soit le plus discret possible. La baisse du rendement à partir de 2 degrés, le COP, qui va chuter, d'où le calcul à -10. Actuellement, il n'y a pas de prime au niveau de la région wallonne, il y en a une petite au niveau de la région flamande qui est de 300 €. Il faut évidemment un outillage spécifique et une certification manipulation des fluides ou possibilité évidemment de faire la mise en service par un sous-traitant. Voici quelques exemples pris au hasard de groupes extérieurs. Donc vous voyez les goulottes, alors, on aime, on n'aime pas. Aujourd'hui, vous allez retrouver 3 à 4 types de goulottes. Vous avez les plastiques en blanc, en brun et en noir. Et vous pouvez aussi utiliser des goulottes en acier, ce qui n'est pas vilain. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez en effet que ici, dans la photo du bas et la photo de droite, extrême droite au-dessus, on a mis justement un Decoclim, c'est une marque en France qui permet, je dirais, d'atténuer le bruit de 3 décibels, mais aussi au niveau esthétique de rendre ça fort agréable. Ici, quelques appareils intérieurs. En règle générale, dans le domestique, on va retrouver des appareils du type accumulateur électrique et ou des appareils muraux.
On peut mettre du gainable, on va retrouver ça d'ailleurs beaucoup dans les hôtels, dans les open space, des cassettes aussi, dans des environnements, bureaux, etc. L'installation d'une PAC RR n'est spécifiquement pas difficile quand on sait travailler l'électricité, la plomberie, on sait aussi travailler tout ce qui est pompe à chaleur. Je vais aller assez vite et pour vous montrer quelques trucs et astuces, il faut quand même un minimum de 15 cm pour les appareils muraux pour que, vu que l'air se reprend au-dessus, évidemment, tout l'air du dessus est bien repris et est bien refroidi et ou chauffé. Fixer la plaque de montage avec évidemment un niveau, percer le trou dans le mur, carottage, suivant évidemment la nature, on le voit ici, vous avez des carottages doux. Il existe évidemment quelques machines qui peuvent vous faire ça sans éclat, sans rien. Raccordement des tuyaux, raccordement des câbles, monter l'unité intérieure. La tuyauterie, évidemment, peut sortir de plusieurs endroits. Et voici quelques photos de mise en place de l'unité intérieure. Attention, les condensats, quand vous refroidissez, ce qui n'était pas quand même le but primaire, vu qu'on pensait à remplacement chauffage, mais il fait le froid, au niveau des évacuations de condensats, de ne pas avoir de remontée d'eau qui ferait qu'évidemment l'appareil coulerait et pourrait endommager parquet ou autre. Avant, évidemment, la mise en service, avant de partir, on vérifie toujours la bonne évacuation de l'eau de condensat, une petite bouteille et on voit si l'eau de condensat s'évacue correctement. Bornier électrique assez simple, en règle générale, 4 fils, 5 fils maximum, donc on a évidemment phase neutre terre pour l'alimentation et entre l'unité intérieure et extérieure, en règle générale, 4 fils, phase neutre terre plus la commande. Voici un exemple d'une installation évidemment extérieure. On ne peut pas évidemment la mettre où on veut, mais dans ce cas-ci, par exemple, sur une terrasse, pour ne pas gêner le voisin, on peut mettre un écran anti-bruit. Voici quelques exemples. Donc on peut monter les petits groupes extérieurs en potence, on peut les mettre sur des linteaux en PVC et en domestique, on peut aller jusqu'à des machines, les multispeed, jusqu'à 13 kW avec de 0 à 6 unités intérieures. Voici un peu un exemple de comment on fait les évasements pour le raccordement des tuyauteries entre l'unité intérieure et extérieure, par exemple. Et voici des outils, évidemment, soit manuels, où il existe maintenant des outils, je dirais, un peu plus onéreux, mais qui permettent évidemment d'avoir des collerettes parfaites, sans évidemment avoir de fissures dans la collerette si on serre trop fort. Je vous passe évidemment les 13 points de raccordement, vérification évidemment du vide, le test à l'azote, ça c'est évidemment la mise en service. Et voici ici un exemple, quelqu'un qui fait une mise en service, il a sa bonbonne d'azote et il a sa pompe à vide. On va faire le vide pour enlever l'humidité et le test à l'azote, on va envoyer plus ou moins 30 bars dans l'installation pour être certain qu'il n'y ait pas de fuite. On travaille de l'ordre de 3 bars et demi, donc les 30 bars suffisent pour voir s'il y a des fuites. Et puis, normalement, jusqu'à la fin de la carrière de ce multisplit, on ne devra jamais rajouter du fréon. Si on doit rajouter du fréon, c'est assez rapidement, c'est qu'il y a une fuite, il faut recommencer évidemment sa mise en service. Il existe soit à l'ancienne, comme vous voyez à droite, soit des bonbonnes, soit un peu de mousse savonneuse qui permettent de voir qu'au raccord, on a une fuite. Et il existe aussi évidemment des détecteurs de fuite, mais cela coûte évidemment assez cher. Et enfin, la mise en service, l'explication au client de la télécommande, remettre évidemment le livre donné par le fournisseur et peut-être, de plus en plus, régler le Wi-Fi, vu que ces appareils peuvent être commandés à distance. Ce qui est intéressant, de laisser, prenons 18 degrés en journée quand on n'est pas là, 1 heure avant d'arriver évidemment chez soi, du bureau, de sa voiture, sans rouler bien sûr, et d'envoyer 21 voire 22 degrés. Voici ici quelques exemples
d'outillage. Hein. On voit des cintreuses, on voit une clé dynamométrique, on voit des manomètres, on voit une balance. Hein. On voit évidemment un poste à souder, mais on pourrait dire un poste à braser. On ne soude pas, on brase. Hein, donc pompe à vide. Donc voilà, ça c'est un peu l'outillage. Et maintenant, parlons évidemment de cette fameuse formation sur les compétences de manipulation des gaz. Ça coûterait 150 €. Possibilité évidemment d'avoir des chèques formation. C'est en 2 étapes. Il y a la partie théorique, législative évidemment, avec les frayons qui sont en pleine évolution. Et aussi évidemment la partie pratique, hein, la brasure, tirage au vide, etc. Il y a plusieurs centres en Wallonie, il devrait y en avoir plus ou moins 8. Je vous en ai mis 2, donc par exemple ici, je pense que c'est celui de Liège hein, qui fait ce genre de choses. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vais, je pense, vous laisser évidemment mon adresse email pour toute demande spécifique, sinon voyez donc avec Igor ou les personnes de chez Voltac pour avoir évidemment les informations. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à me poser des questions pendant le petit drink. À bientôt.